Le bac, en fait, est basé sur le système de l'accumulation d'UV, de matière. Chaque matière est indépendante et chaque élève va passer une matière et la mettre dans son panier. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Karine Berda, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir parce que j'avoue que je vous ai cherché longtemps, je dois bien le préciser, parce que parler du bac israélien dans les détails, en comprenant tous les tenants et les aboutissants, ce n'est pas évident, surtout en français. Alors, vous travaillez au ministère de l'Éducation, au département des Olim, et vous êtes responsable de l'intégration dans les lycées, du bac aussi pour les nouveaux immigrants. Donc, vous êtes la personne rêvée. Voilà. Donc on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors d'abord, ma première question, elle est simple. Est-ce qu'on peut rater le bac en Israël ? Alors, on ne peut pas rater son bac en Israël. Et parce qu'à 18 ans, à la fin de la terminale, on a autre chose à faire. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque élève va finir sa terminale avec un bagage, avec ce qu'il a réussi à acquérir. Le bac, en fait, est basé sur le système de l'accumulation d'UV, de matière. Chaque matière est indépendante et chaque élève va passer une matière et la mettre dans son panier. Donc, à la fin, pour avoir son bac, il faut avoir rempli son panier de ce qu'il faut. Mais s'il n'a pas fini, il a raté une matière, il part à l'armée ou au Chérout avec ce qu'il a déjà acquis et il ne lui restera plus qu'à compléter ce qui lui manque. Compléter les matières. Ça veut dire que si ça n'a rien à voir avec le principe qu'on connaît en France. Ça n'a rien à voir. Ou quand on a raté son bac, on doit refaire une terminale. On voit en France, il y a beaucoup d'élèves qui ont 19 ans, 20 ans en classe de terminale. Et ça n'existe pas chez nous. Parce qu'à 18 ans, on a l'armée. On a autre chose à faire. Voilà. Alors, principe de l'accumulation, c'est comme ça que vous appelez ça, c'est-à-dire que les matières s'ajoutent les unes aux autres. Les matières s'ajoutent les unes aux autres, pardon. Il y a des matières qui sont obligatoires, il y a des matières qui sont à choix. Et une autre spécificité en fait du bac israélien, c'est qu'il n'y a pas de filière comme il y avait en France. Maintenant, scientifique, littéraire. Il n'y a pas de, parce qu'on ne catégorise pas non plus les enfants. On ne va pas dire toi t'es un littéraire ou toi t'es un scientifique. Il y a un tronc commun qui est obligatoire. Donc l'enfant va accumuler ses UV dans les matières obligatoires et va choisir 1, 2, voire 3 matières selon ses capacités qui sont sa spécialité en fait. Qu'il étudie à un niveau qui s'appelle Hamesh Yechidot, qui est le plus haut niveau. C'est un peu comme coefficient 5, mais ce n'est pas le mot exact. Et ça va être sa spécialité. Donc, on peut très bien avoir un enfant qui choisit théâtre et physique comme spécialité. Une parce que ça lui plaît, une autre pour la carrière. On ne va pas le catégoriser dans une filière. Voilà, il y a un éventail de possibilités. Ok, alors on l'a dit, chaque matière est indépendante. Combien faut-il avoir de points pour la valider ? Alors, il faut avoir 21 points, c'est le minimum. Pour dire j'ai mon bac. D'accord. La question maintenant, est-ce qu'avec ce bac, on peut rentrer à l'université ? Ok ? Il y a... à part le tronc commun et la spécialité, il y a les maths et l'anglais. Alors, je reviens sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites 21 points, il s'agit de quoi ? 21 yechidot ? 21 yechidot. D'accord. Ok, 21 yechidot, 21 unités, en fait, ou UV, si on peut appeler ça comme ça. On va appeler ça des UV à 3 points, 4 points, voilà. Il y a des matières à 2 points, il y a des matières à 2 yechidot, à 3 yechidot, à 5 yechidot. Il faut en avoir, le minimum pour avoir son bac, c'est d'en avoir 21. Mais pas 21... il y a 21 qui sont obligatoires et minimales. Okay ? D'accord. Et est-ce que ça suffit pour entrer à l'université ? Alors, ça ne suffit pas toujours pour entrer à l'université. Il y a 2 matières qui sont les maths et l'anglais, qui sont dans le tronc commun obligatoire, mais qui peuvent s'étudier à 3 niveaux. Au niveau 3 yechidot, 4 yechidot ou 5 yechidot. 3 yechidot, ça suffit pour avoir le bac et avoir ses 21 points. Mais ça ne suffit pas pour entrer à l'université. En anglais, maintenant, les universités exigent d'avoir 4 yechidot en anglais, au moins, pour pouvoir entrer à l'université. En maths, ça dépend ce qu'on veut étudier. Si on veut faire des études littéraires ou artistiques, avoir 3 yechidot, ça suffit. Si on veut faire des études scientifiques, alors il vaut mieux avoir 4 et 5 yechidot. Mais là, je voudrais dire quelque chose de très important. On a dit que on peut pas rater son bac et tout est modulable et tout est rattrapable aussi. C'est-à-dire que même si un enfant
a fait seulement 3 iridotes. Dans toutes les matières, ou 2 ou 3 iridotes. En 2, c'est le minimum pour certaines matières. Mais je parle pour les maths et l'anglais. S'il a fait 3 iridotes parce que il n'avait pas de crise d'adolescence, pas de motivation, le décalage de l'ALIA, etc., c'est pas dramatique. C'est pas fatal comme en France où il ne sera pas ingénieur parce qu'il n'a pas fait un bac scientifique. Il peut, après l'armée, même pendant l'armée, faire un cours de rattrapage de 3 à 4 ou de 4 à 5 iridotes et rattraper juste ce qui lui manque. Et donc, du coup, valider la matière, non plus à 3, mais à 5 iridotes. Voilà, et valider la matière et augmenter ses chances de rentrer à l'université avec beaucoup plus de facilité, bien sûr, à part les psychométriques. Mais disons, le bac en Israël ne ferme pas de porte. Voilà. Tout est rattrapable et tout est modulable. Alors, ce qui est génial, puisque vous parlez de ça, c'est que pour ceux qui ont passé notamment une matière à 4, même à 5 iridotes, et qui ont raté, on va dire, en tout cas, qui n'ont pas eu la note souhaitée, une bonne note pour justement rentrer à l'université dans un domaine très spécifique, ils peuvent également repasser cette matière. Repasser cette matière, ou repasser une matière qu'ils n'avaient pas du tout passée, par exemple, en pensant qu'ils auront une meilleure note qui va augmenter leur moyenne. C'est vraiment une flexibilité incroyable et c'est vraiment à la carte. Bon, alors le bac, on le sait, ne se passe pas uniquement dans la dernière année, il se passe sur plusieurs années. Alors le bac en Israël commence en seconde. Voilà. Pourquoi il commence en seconde en fait? C'est qu'il y a une énorme partie de la note qui apparaît dans le diplôme du bac qui est donnée par l'école. Donc déjà, 30% de la note est donnée par l'école. Et dans les 70% de l'examen, il y a aussi une note du contrôle continu qui rentre. Donc ça c'est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de contrôle continu et d'examen. De contrôle continu et d'examen, de conduite, d'assiduité, de remise des travaux, etc. Mais donc, la part de l'école, à la fin du compte, quand on a une note qui apparaît sur le diplôme du bac, cette note, 51% a été donnée par l'école et 49%, c'est l'examen du ministère, l'examen du proprement parlé du bac. Donc, c'est hyper important, on ne se rend pas compte parce que les gens... Alors, il faut bien nous expliquer parce que les gens ont en tête 30% d'un espèce de travail continu et 70% de l'examen. Mais même dans ces 70%, il y a la part des bacs blancs et du contrôle continu de l'année qui rentre en compte. Alors, alors ça, le contrôle continu de 30%, on a compris. 70%, est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que ça veut dire, cette part des contrôles continus? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le fameux Magen? Ok. Alors, le Magen, ça veut dire une protection. En fait, c'est comme un filet de protection. L'enfant arrive à l'examen, il a déjà des points. Il a déjà un filet de protection au cas où il aurait un blackout total ou quand l'examen serait vraiment très difficile, etc. Ce qu'il a fait pendant l'année est comme un filet de sécurité, en fait, qui va l'aider à continuer et quand même avoir validé sa matière. Voilà, sauf que cette note que l'établissement donne peut jouer en sa faveur si elle est bonne, bien sûr, et en sa défaveur si elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que c'est comme en France où on bachote les 2 dernières semaines à la maison tout seul avec des annales et puis on va avoir une bonne note. Et la présence à l'école et remise des devoirs, etc. n'est pas essentielle. Et en fait, en Israël, c'est pas du tout comme ça. Il y a 2 raisons en fait pour ça. La première raison, c'est parce que c'est vrai qu'en Israël, il y a certaines libertés qu'on a besoin de discipline. Donc c'est comme ça qu'on arrive à plus ou moins à tenir les élèves et à les faire venir et à les faire travailler. Et la deuxième chose aussi, c'est parce que le ministère veut que l'apprentissage soit conséquent. C'est-à-dire que c'est pas on bachote, on apprend quelque chose par cœur et après, le lendemain du bac, on a tout oublié. On va donner aux élèves des petits travaux à faire sur des sujets qu'ils ont choisis, qu'ils ont approfondis, etc. Où il y a aussi leur connaissance, leur faculté qui s'exprime, s'il est doué en informatique, s'il est doué dans les langues, etc. On va donner aussi donc ces petits travaux qui se rajoutent dans la note sont importants. Alors, si jamais, par exemple, un enfant passe une matière, on va dire, et obtient 80, et la note du contrôle continu était de 60, par exemple, est-ce que la note finale sera moindre, forcément? Ça sera moins.
Ça sera moins, mais bon, c'est moins que son examen, quoi. C'est ça qui est important. Ça sera moins que ça va lui baisser sa note de l'examen. Ouais, donc il faut bien comprendre que c'est un mélange de plusieurs notes. Voilà. Ça, c'est essentiel à comprendre pour les francophones, parce que c'est vrai que parfois ils sont un petit peu paumés et ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Quelque chose que je voudrais dire qui n'est pas... c'est ce qu'on appelle l'étalement des bacs. Chaque école décide... Et en général, quand les parents arrivent à la première réunion de parents d'élèves en seconde, ils doivent recevoir un tableau où on leur dit quel bac va se faire quelle année. Parce qu'on a dit que le bac, il commence en seconde. Donc, en seconde, c'est uniquement les 30% de travail personnel de l'élève. Il n'y a pas d'examen externe en seconde. Mais une école peut décider si le bac d'histoire se fera en première ou si le bac d'histoire se fera en terminale, le bac de littérature. Chaque école fait son planning des bacs. C'est pour ça que parfois, il y a des enfants, pour X raisons, qui ne passent pas, par exemple, leur bac de, je vais dire n'importe quoi, de la Chonne, de littérature, je pense qu'on traduit comme ça. La Chonne, c'est langue. Ou langue, voilà, en première, mais qui le passeront peut-être en terminale. Voilà, et c'est pour ça que c'est très difficile de changer d'école après la seconde. C'est-à-dire, entre la première et la terminale, c'est très difficile. C'est un gros problème de changer d'école. Des fois, des parents qui me demandent, et je leur dis... C'est impossible parce que les bacs qu'il a fait, les autres les ont pas encore fait, ou ils ont fait là-bas ce que vous n'avez pas fait. Donc c'est très difficile de changer d'école entre la première et la terminale. Alors, est-ce qu'on peut parler des matières qui sont obligatoires pour valider le bac avant de passer aux allègements ? Ok. Alors, les matières obligatoires... pour tout le monde, donc olim ou israélien. Voilà. Il y a, en fait, c'est 8 matières. Je ne parle pas forcément des écoles religieuses où il y a aussi de la Gemara, il y a aussi... Je parle... en général, dans les écoles en général, il y a les matières, il y a donc la Shon qui est la langue et la littérature, il y a l'histoire et l'éducation civique, et il y a la Bible. Dans les écoles religieuses, il y a en plus Oudinim, ou Gemara, ou Toshba, ça dépend à quel niveau ça se fait. Donc ça, c'est une partie des matières obligatoires. Ensuite, il y a les maths et l'anglais. Et ensuite, il y a la spécialité. Au moins une spécialité, 5 yéridot, physique, de niveau. Biologie, théâtre, alors peu importe, c'est un éventail. Il y a des spécialités qui sont dans le domaine artistique, dans les sciences sociales, dans les sciences exactes, dans le domaine technologique, par exemple électronique, ce qui est par exemple très apprécié par l'armée. Les enfants qui choisissent parfois des matières technologiques sont très sollicités à l'armée, sont intéressés, ça peut aider. Et donc voilà, il y a un éventail incroyable de spécialités et chaque école en propose 5, 6, 7, 8, selon la taille de l'école. D'accord. Il y a une note minimale à obtenir dans ces matières obligatoires ? Toutes les matières doivent être passées avec une note minimale de 55. D'accord. Et est-ce que si un élève a 55 dans toutes les matières, on peut considérer qu'il a son bac ? Il a son bac. Mais pour entrer à l'université, ça risque d'être compliqué. Voilà, ça risque d'être compliqué parce que pour entrer à l'université, c'est pas mon domaine, donc je ne veux pas rentrer trop dedans, mais... En gros, l'université, c'est la moyenne du bac et les psychométries, qui est en fait un système de vase communicant. Plus la moyenne du bac est élevée, moins il y a besoin de psychométrique et inversement. Donc, s'il a une moyenne de bac de 55, il va devoir bosser dur pour les psychométriques. C'est clair. Bon, alors maintenant, on va parler plus spécifiquement des nouveaux immigrants. Alors, ils ont droit à des allègements. Voilà. Alors, tout élève qui a commencé sa carrière scolaire en Israël à partir du CP, de la Kita Aleph, a le droit au bac d'avoir des allègements. Donc, il y a... Peu importe s'il est là depuis, on va dire, s'il est arrivé, je sais pas moi, 2 ans avant la Kita Aleph, peu importe s'il a déjà plus de 10 ans d'Alia. Non, s'il est arrivé au GAN, il n'y a pas d'allègement. C'est seulement ceux qui ont commencé... D'accord. Première année, voilà, en tant qu'Olive ceux qui ont commencé leur scolarité CP. en Kita Aleph. Ceux qui sont arrivés au GAN n'ont aucun allègement. Ceux qui sont arrivés en Kita Aleph ont un allègement jusqu'à l'âge de 23 ans, puisqu'on prend en compte qu'après l'armée, on veut réparer... on veut arranger son bac. D'accord. Voilà, on veut encore arranger son bac. Donc, ces droits, il peut les garder jusqu'à 23 ans. Donc, on définit au ministère 3 niveaux d'allègement. Niveau Aleph, niveau Bet, niveau Gimel. Niveau Aleph, c'est pour les enfants qui sont arrivés en Kita Aleph, Bet, Gimel. Donc, ils sont plus anciens, ils ont un petit peu moins d'allègement. Ceux qui sont arrivés d'Alet jusqu'à Chet, ils sont appelés Ramabet. Et ceux qui sont Ramagimel, ceux qui sont arrivés à partir de la Kita Tet, qui est la 3e. Okay ? Donc, chaque enfant qui rentre en seconde
reçoit à côté de son nom, dans l'ordinateur du ministère, une petite lettre Aleph, Bet, Gimel, qui est son niveau d'aménagement, d'allègement qu'il va recevoir au bac. Ok, alors est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus précisément dans ce que ça veut dire allègement au bac? Alors, pour les 3 niveaux, il y a un questionnaire OLIM pour les matières qu'on a citées, dont les matières comme histoire, qui sont en fait appelées avec beaucoup de mots qui sont... De langue. La langue est la base. Voilà, qui sont basés sur la langue. Donc, c'est en fait un questionnaire adapté au OLIM. Les enfants étudient la même chose, les mêmes chapitres, mais le questionnaire est fait de façon plus facile. La langue utilisée. La langue utilisée. Et par exemple, si il n'y a pas un texte avec des questions, il y aura seulement des questions de connaissances ou une carte à expliquer ou un dessin à expliquer. Il n'y aura pas un discours du Moyen-Âge dans une langue très difficile sur laquelle on va poser des questions. Donc, pour ces matières-là, on a dit que c'est histoire, éducation civique, lachon, langue, littérature, Tanakh, Bible et Gemara ou Toshba pour les écoles religieuses. Dans ces matières-là, il y a un questionnaire spécial OLIM. Est-ce qu'ils ont du temps en plus? Il y a du temps en plus. Ils peuvent utiliser le dictionnaire. D'accord. Ils peuvent apporter un Tanakh traduit le jour du bac. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et ils peuvent aussi demander la lecture du questionnaire. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se retrouvent devant des pages et des pages en hébreu, c'est un peu difficile. Et le fait que quelqu'un leur lise c'est plus simple. Le questionnaire, ça les aide énormément. Donc, on a donné aussi cette possibilité d'obtenir la lecture du... Donc, pendant l'examen du bac, on peut avoir quelqu'un sur son épaule qui nous lit... Non, au début de l'examen, il y a quelqu'un qui le lit et qui sort. Pour tout le monde, d'accord, pour tous les OLIM. Ok, donc c'est important de le préciser. Parce que on est en train de passer au digital où les enfants recevront un casque. Un casque et un petit MP3 où ça sera enregistré. Il pourra l'écouter. On essaye d'éviter le contact humain le plus possible. Le plus possible. Donc ça, ce sera une bonne chose. Ils pourront réécouter également. Voilà. Donc c'est vraiment un avantage important. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des fautes d'orthographe? Parce que franchement, ça, c'est l'angoisse des parents français. On ne tient pas compte pour les OLIM, on ne tient pas compte des fautes d'orthographe en hébreu dans les examens. Voilà. Donc ça, c'est encore un avantage. C'est encore un avantage pour les OLIM. Maintenant, ça, c'est pour tous les niveaux. Ceux qui sont Rama Bet et Rama Gimel, qui sont plus récents en Israël, il y a, dans certaines conditions, une possibilité d'avoir un questionnaire traduit. Il y a certains questionnaires qui sont traduits dans certaines langues, donc je ne veux pas... il faut vraiment vérifier, on ne peut pas généraliser. Et aussi, dans certaines matières, une possibilité de répondre dans sa langue maternelle. Voilà. Si jamais l'inspecteur de la matière d'histoire ou de maths a des correcteurs qui parlent la langue, il autorise les élèves aussi à répondre dans leur langue maternelle. Ok, donc ça fait quand même pas mal d'avantages. Si jamais on veut passer son bac, on est là depuis, on va dire, on vient d'arriver 1 an, 2 ans, on se retrouve en première, en terminale. Est-ce qu'on a droit à un bonus particulier? Alors, le bonus, en fait, j'ai dit que le questionnaire OLIM, il était que dans certaines matières. Par exemple, en maths ou en physique, il n'y a pas de questionnaire OLIM. D'accord. Donc, à partir du moment où un enfant a des droits de OLIM et il fait un questionnaire normal, sans aucune aide, il va avoir automatiquement un bonus de 10 points pour Rama Aleph et 15 points pour Rama Bet et Gimel. Mais encore une fois, à condition qu'il n'ait reçu aucune autre aide. Ce sont des avantages qui ne se cumulent pas, des allègements non cumulables. C'est pas toujours cumulable, mais ce bonus de points, c'est pour les matières où il n'y a pas d'allègement. Il y a aussi des OLIM qui choisissent de ne pas faire le questionnaire OLIM, qui ne veulent pas se sentir différents, qui veulent apprendre avec toute leur classe et qui se sentent capables de passer le bac avec toute leur classe, et on leur donne ce petit bonus en plus. Et enfin, le dernier allègement, pour ceux qui sont arrivés en quitte-à-tête les plus récents, c'est cette possibilité de passer certaines matières à l'oral avec un prof de l'école, de façon interne.
Donc Voilà. ça, c'est un énorme avantage. C'est vraiment extraordinaire parce Voilà. qu'en plus, Certaines matières. connaît l'élève, etc. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était vraiment génial de vous entendre. Évidemment, on a passé en gros toutes les choses qui sont importantes à savoir lorsqu'on arrive en Israël et qu'on a des enfants, bien sûr, qui vont passer le bac et qui ne connaissent rien. Alors ne vous inquiétez pas parce que si vous nous écoutez de France, prochainement le bac français va ressembler au bac israélien. Donc vous serez moins perdus parce que c'est un changement. Donc vous êtes bien sûr au courant et que vous suivez avec attention, j'imagine. Bien sûr, et je vois les enseignants français qui sont descendus dans la rue contre cette réforme, etc., alors que chez nous, ça marche très bien. Et voilà, c'est une adaptation au changement qui leur est peut-être un peu difficile, je pense. Bon, alors évidemment, il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui a moins à voir avec l'apprentissage, mais qui est tout aussi important pour les Israéliens, c'est le bénévolat. Alors, on n'appelle pas ça du bénévolat parce que c'est obligatoire. D'accord. Si on traduit ça de l'hébreu, c'est une obligation personnelle ou un engagement communautaire. Ça s'appelle de deux façons. En fait, les enfants doivent faire des heures de volontariat, de la seconde à la terminale, faire quelque chose comme 120 heures de volontariat. Le ministère de l'Éducation en Israël ne voit pas que les notes. Et que les connaissances, il voit aussi l'homme et le bon citoyen. Et donc, c'est quelque chose qui est devenu obligatoire et qui est très important. Il n'y a pas de bac, il n'y a pas de diplôme. Il peut avoir eu 100 dans toutes les matières, mais il n'a pas fait ses 120 heures, il n'a pas son bac. Maintenant, c'est géré par l'école. Chaque enfant en seconde reçoit un petit carnet. Et là où il va faire son volontariat, il fait signer ses heures. Et il y a donc un prof qui gère ça à l'école. Et à la fin de la terminale, il envoie au ministère, a fini ses 120 heures ou n'a pas fini ses 120 heures. Maintenant, en général, les enfants choisissent. Ceux qui n'arrivent pas à choisir sont aidés par l'école et sont dirigés vers les organismes. C'est flexible quand même. Parmi ces heures, il y a certaines heures qui sont des heures d'une classe, c'est-à-dire que la classe ensemble fait ce volontariat. On adopte une maison de retraite à côté de l'école et chaque fête, on va leur apporter, leur chanter, leur jouer quelque chose. On adopte une classe de GAN d'enfants handicapés à côté et à Pourim, etc. On leur fait un projet. Il y a un projet de classe et il y a des heures individuelles. Voilà, c'est au choix de chacun. Mais bon, en général, l'école s'arrange toujours pour faire en sorte que pour ceux qui n'ont pas réussi à faire ce bénévolat, les choses s'arrangent. On va travailler à la bibliothèque. Voilà, c'est très flexible. Même pour ceux qui sont arrivés, par exemple, qui font leur allié en première, qui n'ont pas fait les heures de seconde, il y a des arrangements, il y a des flexibilités, etc. Voilà. Bon, écoutez, Karine Berda, c'était passionnant. Je rappelle que vous travaillez au ministère de l'Éducation département Olin, que vous êtes responsable de l'intégration dans les lycées et bien évidemment du bac pour les nouveaux immigrants. C'est très clair. J'espère que ça va aider beaucoup de nos compatriotes qui ont des enfants et qui ont fait peut-être l'ALIA depuis longtemps, mais qui ont des enfants avec qui ils découvrent ce que c'est que le bac israélien. Et qui stressent parce que le bac en France, c'est un grand stress. Exact. Et en Israël, c'est très détente. Cool. C'est très détente. Et les parents stressent de voir leurs enfants la veille du bac, un anniversaire. Voilà. Donc, il y a aussi un switch à faire dans la tête de responsabiliser un enfant. C'est plus cool, mais c'est plus responsable. Ouais, ok. En tout cas, merci de toutes vos explications. À très bientôt, Karine Berda. Merci. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.